Comment est apparu ce projet? Alors, le projet Ordonnaire Poissonnier, d'abord, c'est un projet qui est sur un espace, un territoire qui appartient pas à la ville de Paris, qui appartient à la SNCF. Et donc la SNCF, pendant très longtemps, a utilisé la totalité de cette parcelle pour de l'activité ferroviaire. Et puis, depuis d'assez nombreuses années, plus d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, ils n'utilisent plus qu'une petite partie de la parcelle, c'est celle qui est le plus le long des voies. Et donc la SNCF a souhaité développer un programme sur ce territoire, considérant qu'eux n'en avaient plus besoin, et que donc le terrain pouvait être rendu à la ville, et que sur ce terrain qui est rendu à la ville, ils pouvaient monter une opération d'aménagement. Le terrain, il va être divisé en différents usages, et la SNCF va rendre ou vendre, ça dépend des lieux, ces espaces à la ville. À quel besoin répond-il, ce projet? Alors, comme tous les projets urbains, quand ils sont bien pensés, ils répondent à différents besoins. Le premier élément auquel il répond, c'est que c'est un espace qui jusqu'à maintenant est inaccessible et interdit aux habitants, qui en fait est vide, et donc qui va être rendu aux habitants. Et donc il va répondre aux besoins, aux envies de tous ceux qui auront une bonne raison d'y être. Et puis il va répondre à un deuxième besoin, qui est celui de contribuer à développer un quartier. Ce quartier d'Amirault-Saint-Plon, c'est un peu un quartier qui est aujourd'hui entre deux lieux. Il y a la Goutte d'Or, qui a une identité très forte. Il y a Jules Geoffrin, qui a une identité très forte. Il y a la Chapelle, qui a une identité très forte. Et entre tout ça, il y a cet espace qu'on appelle les Amiraux, autour de la piscine des Amiraux, qui est un espace qui n'a pas encore vraiment de centre. Alors il y a le grand parc qu'on a ouvert au 122 Poissonnier, il y a les gymnases qui viennent d'ouvrir aussi, il y a la Louve, il y a tous ces commerces qui se sont développés, donc il y a une vraie vie de quartier, mais c'est un quartier qui n'est pas encore aussi attractif, aussi connu que les autres. Il y a 400 habitations, c'est ça? Alors, en fait, il faut, on affiche toujours, c'est un peu de la communication, on affiche toujours un nombre de logements. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que 400 studios, c'est pas la même chose que 403 pièces, qui n'est pas la même chose que 105 pièces, 202 pièces et 100 cités étudiantes. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la discussion qui va se poursuivre, c'est qu'on connaît en gros le nombre de mètres carrés dédiés aux logements qui vont arriver, et on va discuter avec l'aménageur et puis avec les habitants sur comment on les forme. Est-ce qu'il vaut mieux, c'est plutôt mon sentiment à moi, mais peut-être que c'est pas ce qui va être décidé au bout, prévoir pas mal de logements familiales, parce que ce qu'il me semble le plus manquer aujourd'hui à Paris, c'est des logements pour les familles qui ont 2-3 enfants. En même temps, il y a aussi un besoin énorme en logement étudiant. Mais logement étudiant, sur autant de mètres carrés, on met ou un logement familial ou 4 logements étudiants. Et donc, le sujet pour nous, ça va être de trouver le bon nombre d'habitants. Combien d'habitants en plus on pense qu'il faut dans ce quartier pour que le quartier vive et en même temps il ne soit pas trop nombreux, parce qu'on ne peut pas non plus densifier trop Paris. Et à quels besoins on répond dans la variété des logements. Quelle est l'implication des citoyens dans le projet, des habitants du 18e? Alors l'implication des citoyens, elle est à différents moments. Donc le projet a été lancé il y a 4 ou 5 ans maintenant, et il a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et puis même beaucoup de polémiques. Il a été aussi un des objets de polémiques politiques par un certain nombre. Mais les habitants, ils ont été impliqués d'abord dans un premier moment sur les premières idées qu'avait Espace Ferroviaire, donc l'aménageur. Et ensuite, il y a eu tout un travail qui a amené à revoir assez profondément le premier projet, mais c'est le cas habituellement sur tous les projets. Et c'est notamment ce qu'on va présenter ce soir à la réunion de bilan de la concertation, c'est comment le projet a évolué entre 2015, où il y a eu les premières images, et ce qu'il est aujourd'hui. Et ce travail d'évolution, il s'est fait avec les habitants. Je prends un exemple précis. Au moment où Espace Ferroviaire a choisi les équipes d'aménageurs, dans le jury qui a choisi ces équipes-là, il y avait 4 ou 5 projets différents, il y avait des habitants qui étaient présents et qui portaient une voix et qui ont voté pour le choix des différentes équipes qui allaient aménager. Y a-t-il eu des désaccords durant le projet, et si oui, sur lesquels? Alors, plein, sur, comme toujours, à peu près tout, parce que quand on fait un nouveau quartier, chacun
a des aspirations différentes, des envies différentes, et l'enjeu, notamment pour le maire, c'est de faire en sorte de rapprocher ses points de vue. Un quartier, par définition, il ne répond pas aux demandes individuelles de chacun de ceux qui habitent autour. Il y avait des gens qui voulaient plus de culture, il y avait des gens qui voulaient plus d'espace vert, il y avait des gens qui voulaient moins de logements, il y avait des gens qui voulaient plus de logements, il y avait des gens qui voulaient pas de bureaux. Il y avait des gens qui disaient, non mais attendez, il n'y a pas assez de bureaux, si on fait moins de temps de mètres carrés, il n'y aura pas d'entreprises qui viendront. Donc sur à peu près chaque sujet, il y a des désaccords ou des discussions. Mais disons qu'il y a des points de vue différents et qu'on essaye au fur et à mesure du temps de rassembler dans un projet qui ne sera jamais unanime. Il n'y a pas un seul projet, j'imagine, au monde qui crée l'unanimité, mais qui répondent le mieux possible aux différents enjeux du territoire. Et les différents enjeux du territoire, ils sont exprimés différemment par les différents groupes. Donc il peut y avoir des différends entre, par exemple, la mairie et l'aménageur, il peut y avoir des différences entre l'aménageur et les habitants, il peut y avoir des différences entre la mairie et les habitants, et puis entre les habitants eux-mêmes. Et donc, à part peut-être l'idée d'y installer le conservatoire de musique, 18e. Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été refusés Alors, on peut pas, pour être très précis, on ne peut pas dire qu'il y a des projets qui étaient refusés parce que aucun projet n'a jamais été figé. Donc voilà. Mais il y a eu, dans le cadre du jury dont je parlais, il y a eu des groupements d'opérateurs qui ont proposé d'autres choses. Et donc ils avaient commencé à travailler, par exemple là, sur Ordonnans-Poissonnier, l'idée c'est de travailler avec une structure culturelle qui s'appelle la Bellevilloise, et avec un cinéma qui s'appelle le MK2. Il y avait d'autres projets qui comportaient d'autres idées qui n'ont pas été retenues. Donc il y a des projets, des idées qui n'ont pas été retenues, mais disons que ça n'a jamais été formalisé, quoi. Non, ça c'est un bruit que certains se sont amusés à faire courir. Non, pour une raison assez simple, c'est que jamais aucun hôtel de luxe n'a imaginé à ce stade d'aller s'implanter à Marquet des Poissonniers. Peut-être que dans quelques années, certains y penseront, mais là non. Est-ce que malgré la crise sanitaire, le projet avance? Est-ce qu'il avance? Alors le projet continue d'avancer malgré la crise sanitaire. Moi, ça a été une des premières questions que j'ai posées à Espace Ferroviaire au mois de septembre. C'est est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui, par exemple, la première question que je me suis posée, c'est MK2 propose d'investir dans un cinéma. Est-ce qu'ils ont encore l'envie et point 1 et point 2 les moyens de faire un cinéma alors que tous leurs cinémas sont fermés depuis un an. Et donc aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer dans 6 mois ou dans un an ou dans un an et demi, mais aujourd'hui, tous ceux qui se sont engagés autour du projet Ordonnans-Poissonnier continuent d'y être engagés. C'est vrai aussi bien de ceux qui proposent les activités culturelles de la Bellevilloise, c'est vrai de la ville de Paris, parce que nous aussi, on aurait pu dire, attendez, refaire un nouveau conservatoire, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc pour le moment, tous les opérateurs continuent de penser, enfin continuent de dire et de s'engager dans le projet. La raison pour laquelle on peut être optimiste sur l'idée que ça tienne jusqu'au bout, c'est que tous les opérateurs considèrent que l'opération d'Ordonnans-Poissonnier, c'est une des opérations les plus intéressantes sur lesquelles on a eu à travailler. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'Ordonnans-Poissonnier, c'est que c'est pas de l'urbanisme classique comme on peut le faire, par exemple, y compris dans les 18e, à Chapelle Internationale, des décisions qui ont été prises il y a quelques dizaines d'années, ou un peu différent, mais un peu classique aussi, comme ce qui est en train de se passer autour des terrains Hébert. Là, d'abord, on est en cœur de quartier, donc on rouvre un espace supplémentaire assez important au milieu d'un quartier qui existe déjà. C'est un endroit qui est vraiment central dans le 18e, donc dans Paris, puisque aujourd'hui, dans la vision de ceux qui pensent la ville, le centre de Paris, c'est plus seulement le Marais, quoi. L'ensemble des arrondissements parisiens, les 20 arrondissements parisiens, sont considérés aujourd'hui comme le cœur de Paris. Donc c'est très bien placé. Ensuite, c'est un projet qui permet à beaucoup d'opérateurs de faire la démonstration de ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai que notamment pour tous ceux qui vont construire, on va construire très différemment à Ordonnans-Poissonnier que comme on construit un immeuble classique avec des nouveaux matériaux. Et donc Ordonnans-Poissonnier est aussi un peu une vitrine. Et une vitrine, c'est même si certains opérateurs peut-être à un moment se disent mais attention, je vais perdre de l'argent sur Ordonnans-Poissonnier, la SNCF par exemple va faire beaucoup moins d'argent que ce qu'ils imaginaient au départ, puisqu'ils construisent beaucoup moins. Ils se disent, oui, mais en même temps, c'est très important pour notre image, parce que là, on va faire quelque chose qui va être regardé dans le monde entier, et donc tous ceux qui viennent se disent, pour le moment, après, si la crise économique perdure, on verra, mais se disent, ouais, peut-être que ça va nous coûter plus cher que prévu, ou ça va nous rapporter moins que prévu. Enfin, cela dit, il y a un enjeu d'image très fort.
Et qu'est-ce qui se passerait donc vous, si par exemple MK2 mettait la clé sous la porte? Et puis, est-ce que du coup, il y aurait peut-être un remplaçant? On chercherait, l'aménageur Espace Ferroviaire chercherait un projet de remplacement, avec le risque que si MK2 met la clé sous la porte, personne d'autre n'aille ouvrir des salles de cinéma, quoi. Et donc, le vrai risque, c'est qu'on soit reparti pour des années où il ne se passera pas grand-chose. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, on va rester optimiste. Est-ce que c'est un écoquartier, et si oui, pourquoi? C'est un écoquartier. Alors, écoquartier, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que entre les moments où on a lancé les premiers écoquartiers il y a 20 ans et l'évolution des technologies, tout ça a beaucoup changé, mais on peut dire que c'est, enfin, en tout cas, on peut dire que c'est un quartier qui prend très clairement de l'avance sur l'ensemble des sujets de réduction de l'empreinte carbone et d'écologie en général dans toutes les dimensions du projet. Le 18e est déjà un quartier très densément peuplé avec beaucoup de circulation. Pourquoi construire des immeubles d'habitation à cet endroit? D'abord, le 18e n'est pas équivalemment dense. Le 18e a des quartiers denses et des quartiers qui ne le sont pas. Ensuite, parce que la densité, contrairement à l'impression qu'on a, c'est plutôt une valeur écologique. C'est-à-dire que ce qui est le moins écologique, ce qui est de moins écologique, c'est une maison avec un petit jardin, accolée à une maison avec un petit jardin, accolée à une maison avec un petit jardin. La densité, aujourd'hui dans le débat public, c'est devenu presque un gros mot. En réalité, tous les gens qui travaillent sur les questions d'équilibre urbain et tous les gens qui travaillent sur les questions d'écologie disent évidemment le pire du pire, c'est l'étalement. Et donc, le sujet, c'est pas de refuser de construire, c'est de construire intelligemment aux endroits où c'est possible de construire. Enfin, contrairement à ce que racontent les uns et les autres, le 18e perd des habitants. Le 18e n'est pas plus dense qu'avant, il est même moins dense qu'avant, puisqu'on n'a pas plus construit et on a perdu des habitants. Aujourd'hui, dans le 18e, on a créé, dans la mandature précédente, 15% d'espaces verts en plus, et on a perdu, pas beaucoup, mais on a perdu quelques milliers d'habitants, là où on pensait avoir des habitants. On pensait que le 18e atteindrait les 200 000 habitants dans les années 2025-26. En fait, on a perdu des habitants ces dernières années. Quel est le coût du projet et qui assure ce financement? Alors, je sais pas. Enfin, je sais pas là, mais on pourra. Les chiffres existent, hein, bien sûr. Les chiffres sont pas tous publics. D'abord parce que c'est une opération privée, mais il faut qu'on. Là, comme ça, j'ai pas tellement de. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce que fait l'opérateur, donc ils font ce qu'ils appellent un bilan d'aménagement. Ce bilan d'aménagement, c'est le coût de l'aménagement par rapport aux recettes. Ce bilan, il va être, comme dans toutes les opérations, il est plutôt déficitaire, c'est-à-dire que ça coûte plus que ça ne rapporte. Mais dans ce bilan, il y a aussi un certain nombre de choses qui permettent de réduire le déficit, ce qu'ils appellent le déficit de l'opération, ou de le compenser, par exemple en disant, finalement, comme je donne des chiffres vraiment au hasard, je les ai pas et je les ai même pas là, mais je suis en train de regarder si je les ai là, mais je les ai même pas là, mais à la réunion de ce soir, on va sûrement en parler, donc je pourrais les redonner après, en disant, voilà, vous aviez prévu que le logement vous rapporterait 100 € du mètre carré, et en fait, on va vous autoriser à monter à 125, 130 ou 140 € du mètre carré pour compenser.